C'est une méthode très active avec des astuces, des recettes, mais aussi une espèce de guide, un mode d'emploi. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM, bonjour, bienvenue. On va s'intéresser aux apprentissages ce matin, ou à l'apprentissage, avec mon invité Michel Temam. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, attendez, vous allez passer à la radio, parce que pour passer à la radio, il faut parler dans un micro. Voilà, il faut parler dans le micro. Ça tombe bien, parce que vous êtes radiologue, mais vous ne parlez pas dans un micro. Eh oui. Après, le On micro... va passer de la radiologie à la radiophonie. Voilà, exactement. Donc, radiologue, sur le terrain en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire des radios du poumon avec le Covid. Des scanners uniquement. Ouais. Moi, je fais des scanners uniquement, donc Ouais. oui. Avec le Covid, vous voyez Il y a beaucoup du de gens. monde. Ouais. Ça... Quelques-uns par jour. Mais j'ai limité mon activité radiologique. Ouais. Donc, Voilà, vous êtes pianiste et coach pédagogique. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre livre qui s'appelle Savoir par cœur sans apprendre par cœur aux éditions Odile Jacob. D'où ça vient cette locution de savoir par cœur ? savoir par cœur, c'est une locution qui vient de la connaissance erronée de nos ancêtres qui croyaient que le siège de la mémoire était le cœur. Donc en fait, savoir par cœur, ça veut dire juste mettre en mémoire. Et en réalité, quand on dit savoir par cœur, nous avons fait un détournement de la locution et on dit que ça veut dire connaître au mot près, connaître mot à mot. Donc en fait, ce que je vais expliquer, c'est que d'une part, il faut changer la méthode pour apprendre, que la plupart du temps, en dehors d'une pièce de théâtre ou d'une poésie qu'il faut réciter au mot près, en général, c'est pas nécessaire de savoir au mot près. Donc je vais essayer de... Sauf si on est comédien et voilà, c'est ça. Qu'on est à la C'est ce Comédie que je dis, voilà. Française. Exactement, une pièce de théâtre ou une poésie, là c'est au mot près, mais Ou sinon avocat, c'est pas quand on doit nécessaire. connaître les textes de loi. Non ? Écoutez, même, je pense qu'un texte de loi, il faut savoir chercher aujourd'hui. De toutes les façons, les connaissances sont tellement exponentielles avec le web. On va dire que le web, c'est un peu l'extension de notre cerveau et de notre mémoire. En réalité, il faut surtout savoir chercher. Donc, celui qui sait chercher, il a beaucoup plus de capacité que celui qui apprend bêtement qui s'approprie des connaisses. Vous savez, les chefs-lieux de département, nous on fait partie d'une génération, on apprenait les chefs-lieux de département par cœur. Oui. Les poésies par cœur. Oui, mais on continue à apprendre les poésies par cœur. Je pense que c'est intéressant, mais même pour apprendre une poésie par cœur, il y a une méthode. C'est-à-dire, même au mot près, il y a une méthode. On va passer de façon progressive, on va essayer de gravir des échelons à une découverte générale du poème ou du texte. Et puis ensuite, on va essayer de se l'approprier. Alors, votre livre est destiné à l'apprentissage autonome, mais ça s'adresse à qui ? En fait, ça s'adresse à tout le monde. Bien sûr, aux étudiants. Je me suis beaucoup intéressée aux étudiants en médecine, parce que tout le monde sait que les études de médecine sont des études qui nécessitent une grande accumulation de connaissances, mais bien sûr le métier d'avocat aussi. Et puis surtout, aujourd'hui, on a besoin d'apprendre en permanence. On ne peut jamais s'arrêter d'apprendre parce qu'on se recycle, parce qu'on s'intéresse à un domaine particulier, parce que la vie est longue. Donc, on a développé même l'andragogie, c'est-à-dire que des personnes c'est-à-dire que des personnes plus âgées peuvent se recycler par plaisir ou par nécessité, pour un recyclage professionnel. Enfin, c'est la première fois que j'entends ce mot, l'andragogie. Voilà, donc c'est destiné à tout public. Et puis, il y a aussi les parents. Alors, la parentalité, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que la relation des enfants avec leurs parents, elle passe par tout un apprentissage qui commence chez les parents. Et là, c'est un autre sujet. Mais en fait, il est un petit peu en filigrane dans mon petit livre. C'est-à-dire que ce petit guide, c'était vraiment un petit guide pratique que je n'ai pas trouvé dans le commerce quand j'ai lu... C'est votre méthode, il faut expliquer à ceux qui nous écoutent que ce n'est pas une méthode que vous avez importée des États-Unis ou des méthodes, là, comme il y en a beaucoup qui circulent. Non, cette méthode, c'est vous qui l'avez faite de votre parcours de vie, de vos études de médecine. Vous expliquez que finalement... que quand vous faites médecine à l'époque, il n'y a pas de polycopier, il n'y a pas d'internet, et que si on voulait le cours, il fallait y assister. Et nous, en fait, on était forcés d'apprendre, de trouver une méthode. On ne pouvait pas se débrouiller sans méthode. Donc en réalité, je me dis que j'aurais peut-être dû être pédagogue, mais non. Moi, je pense que si je n'avais pas été médecin et si je n'avais pas préparé
l'internat de médecine, j'aurais peut-être pas eu autant de facilité pour comprendre la pédagogie. Donc en fait, j'ai toujours aimé la pédagogie. Enfin, disons que je me suis rendu compte que j'aimais la pédagogie dans une circonstance un peu particulière, parce que j'ai eu besoin de transmettre dans l'urgence. Et en réalité, qu'est-ce que vous appelez transmettre dans l'urgence ? Transmettre dans l'urgence, ça veut dire que c'est quelqu'un qui arrive, qui est complètement désemparé, qui n'arrive pas à travailler, qui ne sait pas apprendre, qui est procrastinate, et à qui je vais dire, voilà, ce qui te paraît un monde, je vais te le faire d'une autre façon. Je vais t'amener avec moi, je vais te raconter une histoire, et quand je vais te raconter l'histoire, tu vas être tellement dans un état serein pour t'approprier les connaissances que ça va le faire. Et en fait, ça me fait penser au Palais des Mémoires, ce que vous me racontez. Absolument pas. Non, parce que le Palais des Mémoires, c'est quelque chose qui vous racontez une histoire quand même. Oui, vous racontez une histoire. Là, c'est pas ça. En fait, je prends un sujet. Alors, assez souvent, je prends un sujet que je ne connais pas, parce que le meilleur enseignant, c'est celui qui ne connaît pas. On appelle ça la pédagogie inversée. Alors, non, c'est encore autre chose, la pédagogie inversée. C'est un nom un petit peu, j'ai détourné un sens, la pédagogie inversée, mais j'en parlerai après. Je commence par celui qui est procrastinate et qui n'arrive pas à s'y mettre. Donc en fait, j'essaye d'abord de me mettre de lui montrer comment l'enseignement pour moi, la transmission de la connaissance pour moi, va me donner un plaisir énorme. Et en fait, ce plaisir, je vais essayer de le lui transmettre. D'abord parce qu'il y a... Alors, c'est un autre sujet du petit guide, les neurones en miroir. C'était une découverte pour moi. Comprendre que finalement, comment... c'est à la base aussi bien de l'empathie. On transmet son émotion, mais si vous prenez un verre d'eau, moi j'ai tendance aussi à me prendre un verre d'eau. Celui qui fume... Vous avez quelqu'un qui fume, l'autre, il allume une cigarette. C'est le mimétisme. Donc en fait, par mimétisme, on va sentir mon plaisir. Et ensuite, je vais essayer de décortiquer ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on prend n'importe quel sujet et en fait, on va le décortiquer. On va faire comme si on déroulait une bobine qui s'était emmêlée. Comme si vous voyez un scénario de film qui est un petit peu dans tous les sens, avec des flashbacks, des anticipations, et vous ne comprenez pas forcément très bien, vous le remettez à plat, et du coup, vous allez vous l'approprier, et vous allez le connaître par cœur. Donc, voilà, cette méthode, c'est une méthode très active, avec des astuces, des recettes, mais aussi une espèce de guide, un mode d'emploi. Mais vous expliquez tout à l'heure, vous évoquiez de comment s'approprier ce qu'on ne connaît pas. Oui. Donc, comment vous faites dans ces cas-là pour vous approprier quelque chose, un sujet qu'a priori vous ne connaissez pas du tout? Voilà, donc ça m'est arrivé souvent, puisque j'ai pas une spécialisation particulière dans l'enseignement. Donc je me suis retrouvée en face de jeunes, de mon entourage par exemple, qui me disaient, moi ça j'arrive pas à l'apprendre. Donc je dis, moi non plus je connais pas. Et en réalité, quand on enseigne ce qu'on connaît pas, quand on a une méthode d'enseignement quand même, de pédagogie, eh bien je vais effectuer un cheminement cognitif, c'est-à-dire qu'un cheminement de pensée, que c'est ça ce voyage. C'est-à-dire que je vais prendre la personne qui est en face de moi et lui montrer comment je décortique l'ouvrage que j'ai dans les mains pour essayer d'en trouver les fils directeurs, ce que j'appelle les fils rouges, c'est-à-dire des fils invisibles pour le novice, mais qu'on apprend à découvrir. Et en réalité, tout ça, cette façon de décortiquer et de reconstruire à sa façon personnelle, permet l'apprentissage. Et ce travail actif où on me voit moi aussi effectuer ce travail, eh bien par mimétisme, en général, la personne qui est en face de moi, elle connaît aussi bien le sujet que moi. Donc voilà ce que j'appelle comprendre et enseigner ce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on ne connaît pas. Et donc, qu'est-ce que vous mettez devant ce terme de pédagogie inversée ? Alors la pédagogie inversée, c'est un terme qui est utilisé, mais j'en ai fait un petit peu un détournement de cette locution. La pédagogie inversée, c'est-à-dire que quand on connaît un sujet, si on l'enseigne, et si la personne en face le comprend,
c'est que nous-mêmes, on l'a compris. Donc, je demande à quelqu'un qui doit apprendre quelque chose de devenir mon professeur. Et c'est cet étudiant ou cet apprenant qui se trouve en face de moi qui me réexplique la même chose. Je fais comme si je ne le connaissais pas. Ou même on peut prendre un novice qui ne connaît pas du tout le sujet. Si la transmission est suffisamment bien faite, eh bien en général, celui qui écoute, l'auditeur, a compris. Et donc ça veut dire que le nouvel enseignant a compris également. Et ça marche très bien. Ça marche très très bien. Ouais. Ça marche très très bien. Alors, un bon moyen d'apprendre. Ça. Un bon moyen d'apprendre. La mémorisation, sur quoi repose-t-elle ? Alors, c'est un sujet très très vaste. La mémorisation à court terme, la mémorisation à long terme. La mémorisation à court terme, c'est on vous donne le code de votre immeuble, d'un immeuble que vous devez visiter, vous l'apprenez, il a 5-6 chiffres, vous le retenez, vous le mémorisez à court terme, puis vous l'oubliez quelques minutes après. La mémorisation à long terme, c'est un autre processus qui est un petit peu plus complexe. Ça repose sur quoi ? Ça repose sur la formation, la création de nouvelles synapses. Donc, c'est-à-dire que vous avez des cellules nerveuses qui s'appellent des neurones, et entre les neurones, il y a des connexions entre des prolongements d'une cellule et le prolongement d'une autre cellule pour former une espèce de petit pont. Et en réalité, la formation de ces synapses correspond à la mémorisation. Donc, plus on mémorise, plus on fabrique de synapses. Il y a des milliards de synapses dans le cerveau. Tous les jours, je lis de nouveaux ouvrages de grands neuroconiciens et je découvre encore et tous les jours des choses surprenantes qui nous montrent que chaque type de mémorisation a une localisation qui lui est propre dans notre cerveau. Donc on a tous une plasticité cellulaire, c'est-à-dire qu'on est plastique, ça veut dire qu'on peut modifier ses synapses. On peut en perdre. Si on ne s'entraîne pas, on en perd. C'est l'oubli. Et puis on peut créer de nouvelles synapses. Et plus on a un réseau de synapses qui est développé, plus on a de mémoire, d'éléments qui restent dans notre mémoire. Et c'est ce qu'on observe quand il y a des gens qui ont par exemple eu un accident vasculaire. Ils perdent l'usage d'un des éléments fondamentaux de la vie. Et en fait, ils récupèrent parce qu'ils font des détournements de synapses. Ils prennent des chemins, ils contournent la synapse d'origine. Donc c'est très très intéressant. Il y a une variabilité, une adaptabilité pendant toute notre existence. Bon, on n'est pas tous égaux par rapport à l'apprentissage. Alors, on n'est pas tous égaux, mais une grande leçon d'optimisme. Je pense que beaucoup n'ont pas la notion et la connaissance de leurs propres capacités. Et assez souvent, je rencontre des gens qui disent « Non, mais ça, j'y arriverai pas. » Ou « Ça, je n'ai pas le don pour ce domaine. » Et en réalité, avec une bonne méthode, on arrive à puiser au fond de soi-même des choses qu'on ignorait totalement. Alors, c'est valable pour les étudiants, mais c'est valable, par exemple, aussi pour les parents. Donc, du coup, la place des parents dans l'éducation, elle a été très longtemps mise de côté, très très longtemps. Même l'éducation nationale ne voulait pas que les parents interfèrent dans l'éducation des enfants. J'en ai eu moi-même quelques expériences où on m'a dit ça c'est pas votre domaine de compétence. Alors, bien sûr, j'ai toujours refusé qu'on m'assigne mon domaine de compétence, mais je pense que beaucoup de parents seraient capables de transmettre, ne serait-ce que par leur expérience de vie. Alors vous êtes radiologue de formation, vous êtes pianiste et coach pédagogique. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? D'abord la musique. Apprendre la musique, et en particulier pour un enfant, il a cette chance extraordinaire d'être un des rares enfants à avoir un professeur particulier. C'est quand même assez incroyable. J'ai pris des cours de piano depuis l'âge de 3 ans. Bon, même si mon premier professeur n'était pas le meilleur professeur, en tout cas, j'ai compris qu'il fallait une méthode pour apprendre. On ne peut pas apprendre le piano sans méthode.
c'est valable aussi dans d'autres domaines. Mais ça veut dire que vous avez bricolé votre méthode à ce moment-là ou vous êtes laissé faire par le professeur? Ça s'est fait par imprégnation, bien évidemment. Non, j'ai pas tout de suite compris qu'on avait une méthode, mais n'empêche que j'ai été obligée de changer plusieurs fois de professeur et au fur et à mesure, mes parents essayaient de me donner des professeurs de plus en plus compétents, etc. Et donc j'ai pu observer sans le savoir toute mon existence que, en fait, il y avait des bons profs et des mauvais profs. J'avais un prof qui m'a fait aimer le piano. Donc ça, il m'a transmis cette passion et ça, vraiment, je lui en suis très reconnaissante et je lui fais un petit clin d'œil, Pierre Faradji. Et puis, j'ai eu une professeure qui était une professeure du conservatoire et qui avait mon petit cahier de techniques précises, etc. Donc, bien sûr que j'étais baignée dans une méthodologie de l'apprentissage. Après, à l'école, apprendre à apprendre, ça n'existait pas. La méthodologie de mon temps, ça n'existait pas. J'ai commencé à parler de méthodologie dans les années, on va dire, 85, c'est-à-dire il y a très longtemps déjà, et j'avais déjà la locution « apprendre à apprendre ». C'est une locution qui a été reprise par notre dernier ministre de l'enseignement il y a pas très longtemps. Oui, d'ailleurs. Mais largement galvaudée. Maintenant, tout le monde parle d'apprendre à apprendre. On va sur le net, tout le monde veut apprendre à apprendre. À l'époque, il n'y avait personne qui disait « je vais apprendre à apprendre ». Et moi, j'avais déjà très très bien compris qu'il fallait apprendre à apprendre. Donc, la méthodologie, elle a fait quelques petits pas au cours dans les études. Bon, j'assiste à quelques cours de méthodologie, mais enfin, ils sont rares et ils sont très succincts. Et puis, surtout, ils sont très abstraits et très vagues. Donc là, ce que j'ai essayé, c'est de condenser tout ce que j'avais à dire, toute mon expérience personnelle d'observation. Donc, je suis ni une neuroscientifique pure, ni une pédagogue qui a suivi un chemin classique, mais j'ai observé. J'ai vu qu'il y en avait qui réussissaient et j'ai essayé de comprendre pourquoi certains réussissent et pourquoi certains échouent. À apprendre. Échouent? Non, même pas apprendre. C'est pourquoi certains réussissent et certains échouent. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui c'est pas difficile d'apprendre et puis il y en a d'autres pour qui ils sont réticents, ils n'y arrivent pas, ils sont procrastinates, ils pensent qu'ils n'en sont pas capables. Procrastinate. Pourquoi pas procrastinateur ou... Procrastinateur, peut-être. Non, je sais pas, je vous demande. Non, procrastination. Je pense qu'on dit procrastinate. Ce sont des gens qui arrivent pas à s'y mettre, en fait. Bon, alors, quelles sont les 10 règles d'or dans votre méthode? Il y a quelques originalités dans votre méthode. Oui, d'accord. D'abord, beaucoup de gens s'éparpillent. Donc, je dis, il faut prendre, quand on a véritablement besoin de connaître un sujet à la perfection, il faut prendre un support unique. C'est-à-dire que les autres supports vont venir aider, vont venir compléter, mais il faut quand même avoir une ligne directive. Alors, est-ce que c'est un support papier ou pas? Parce qu'aujourd'hui, le papier est en train de disparaître. Oui, non, mais si vous voulez, bien sûr que moi aussi, je découvre le support de l'ordinateur, mais il a un défaut, je parle pour des étudiants, pour quelqu'un qui a vraiment besoin d'apprendre quelque chose, il a un défaut, c'est qu'on n'a jamais une vue d'ensemble. C'est-à-dire que quand on ne sait jamais si on est au début, au milieu ou à la fin. Ça défile. Donc il faut apprendre à faire défiler. Moi, je suis beaucoup, bien sûr, maintenant j'enseigne en Zoom, donc j'ai pas de support papier. Et donc là, je m'amuse à faire défiler l'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a 50 pages, on va apprendre à le faire défiler pour avoir déjà une notion spatiale. Il faut qu'on comprenne, est-ce qu'on est au début, à la fin ou au milieu, comment ça s'articule, comment ça se hiérarchise. Deuxième la lecture méthode. Rapide. Alors là, c'est moi qui m'adresse à vous, puisque je sais que vous êtes champion du monde de lecture rapide. C'est vous qui allez me donner un cours. Commencez par une première lecture rapide. Eh oui. La lecture rapide, je vois nombre d'étudiants ou d'apprenants qui se noient parce qu'ils essayent de retenir tout depuis la première lecture. Mais on s'en fiche. Il faut lire le plus rapidement possible. Alors, j'ai des petits-enfants. C'est un écrémage, voilà. Ouais, j'ai des petits-enfants et déjà, disons 5-6 ans, et déjà je leur montre comment on éduque son regard pour suivre les mots, pour prendre un bloc de mots et pour apprendre à lire en diagonale. Et surtout, pour ne pas essayer de
tout retenir, et puis surtout pour éviter de s'inhiber par son lobe préfrontal. Vous savez que dans le cerveau, j'insiste pas sur toute la description de tout le cerveau, mais il y a le chef d'orchestre, celui qui nous dit qu'il faut être intelligent, c'est le lobe préfrontal. Il se trouve juste juste derrière le front. Et bien celui-là, il nous inhibe. Donc il faut le désinhiber. Il faut lui dire laisse-moi continuer à toute vitesse, je ne veux pas revenir en arrière. Il faut lâcher prise. Faut pas revenir. Le secret, c'est de ne pas revenir en arrière. Hein. Ouais. Le secret, c'est de ne pas revenir en arrière. Mais c'est dans cette première lecture qu'on apprend le plus de choses, d'ailleurs. Paradoxalement, qui est une lecture très rapide, oui. Mais c'est là où vous avez le plus d'informations qui arrivent. Oui. Et on retient énormément de choses. Oui. Ça peut être 10, 25% d'un cours, hein, oui. Juste avec une lecture très rapide. Après, il y a les lectures en pelure d'oignon. Donc ça, c'est le troisième type, troisième règle. Ouais. Les lectures en pelure d'oignon, c'est quand on décortique un oignon, on voit qu'il y a des couches. Donc la première fois, on va très très vite, puis la deuxième fois, on peut revenir et puis on apprend par immersion. Donc moi, ça m'arrive très très souvent de lire quelque chose que je ne comprends pas, une fois, 2 fois, 3 fois, puis au bout d'un moment, ça va d'abord on lit de plus en plus vite, parce que vous savez que plus on lit vite, Parce que quand est-ce qu'on lit vite ? On lit vite quand on est expert dans un domaine. Donc on a balayé la phobie de ce que j'appelle la phobie du non-savoir, c'est-à-dire on se retrouve devant un document énorme et on a peur de le commencer. Non, on n'a pas peur maintenant, parce qu'on sait qu'on va le lire à toute vitesse, ça n'engage en rien, c'est pas très grave. Et puis on sait qu'on va le relire et on va s'approprier progressivement les connaissances par des niveaux, par des couches. 4e, oui. Pratiquer des lectures en réseau ou tissé. Alors là, qu'est-ce que vous appelez en réseau ou tissé ? Alors, c'est des lectures qui prennent des fils conducteurs, que j'appelle des fils rouges. Donc, ce fil nous guide. Alors, par exemple, ça peut être une notion. J'ai pris dans mon livre l'exemple du coronavirus. Alors, on a vu des tas d'articles traînés sur la thérapeutique, évoquée, etc. Bon, il est évident qu'un novice ne peut pas comprendre. Donc, en fait, il faut qu'il ait plusieurs couches de lecture. La première fois, il va comprendre comment s'effectue la vie du virus. Ça, c'est on va dire une échelle plus large, plus grande, macroscopique. Et puis, là, elle est microscopique, mais peu importe, c'est une vue générale. Et puis ensuite, il va rentrer dans un peu plus de détails. Ça peut être, par exemple, on va dire un cours d'histoire. Un cours d'histoire, vous avez une partie qui concerne des territoires, une partie qui concerne des personnages, une partie qui concerne un fil d'action. Et donc tout ça, ça permet de faire des lectures en réseau. Et donc, ça permet d'une part de s'approprier, et puis surtout de rester actif. Et en fait, l'attention, il ne faut pas attendre d'être attentif pour être actif, il faut être actif pour être attentif. Et ça, c'est des phrases... Sinon, vous perdez l'attention et au bout d'un moment, vous comprenez plus ce que vous disiez. Quand on lit passivement, oui, tandis que quand on est très vite, actif, vous décrochez. Voilà, donc on n'a même plus besoin de dire « Attends, je vais me concentrer pour me mettre au travail ». On se met au travail avec des techniques actives, dynamiques, et du coup, on est attentif pendant des heures, si on le veut. Alors, le 5e, maintenant... Tiroirs mentaux. Oui, alors ça, c'est intéressant, ça, les tiroirs mentaux. Alors, les tiroirs mentaux, c'est... en fait, imaginez-vous que vous avez une bibliothèque. En fait, notre cerveau, c'est comme une espèce de grande bibliothèque ou comme un grand ordinateur. Donc, il faut savoir ranger. Une bibliothécaire qui n'aurait pas son sommaire et qui aurait tous ses livres éparpillés, sa bibliothèque, elle est complètement inefficace. Donc, en fait, on va ranger. On range toutes ces connaissances avec un titre qui va correspondre à des connaissances qui peuvent... Alors, notion très très à la mode actuellement, c'est l'interdisciplinarité. Aujourd'hui, c'est la révolution pédagogique de l'interdisciplinarité. On se rend compte qu'en fait, toutes les disciplines se chevauchent, il y a des intersections. Chacune a sa spécificité, mais il y a aussi des intersections. Et donc, dans ces intersections, il est évident que si on fabrique un tiroir mental qui est à l'intersection de 2 domaines, avec une bonne étiquette, on peut s'en servir dans un domaine comme dans un autre. Donc du coup,
on réduit la quantité de connaissances à apprendre. Donc, toute cette méthode va surtout être fondée sur la réduction des connaissances. C'est-à-dire il faut essayer de réduire au maximum. Vous voulez économiser le boulot. Exactement. Et non pas le maximiser. Voilà. 6e point. Alors les QCM à livre ouvert. Alors on va me dire les QCM, déjà, en dehors des étudiants, tout le monde ne connaît pas. C'est quoi les QCM ? On a oublié ce que c'était qu'un QCM. QCM, c'est une question à choix multiples. Et en fait, on en fait tous. Des quiz, il y en a partout. C'est des quiz, petits jeux, voilà, on va dire que ce sont des quiz. Donc, on sait qu'on apprend plein de choses par les quiz. Aujourd'hui, il y a plein de petits jeux en ligne, de quiz. Et je crois qu'il y a de plus en plus d'auditeurs qui se mettent à jouer à ces petits jeux. Oui, on apprend par les questions, on apprend par le questionnement. Donc, on peut s'inventer des quiz pour chaque chose. Et quand on sait répondre aux questions, en général, on a assimilé l'information. Moi, c'est ce que je fais en lecture rapide, par exemple. Oui. Oui. Quand je lis un livre, je transfère tout en termes de quiz. Ah voilà. Ce qui fait que quand on me pose la question, j'ai déjà la réponse. Vous avez anticipé la question. J'anticipe la question. En fait, quand j'ai une information, je la transforme toujours en question. Et en fait, on s'habitue à faire ça. Mais en fait, pour moi, c'est une deuxième nature. Voilà, donc, ce qui fait que je la range dans mon cerveau. Oui. Et quand on me pose la question, comme je l'ai déjà transférée en question, j'ai forcément la réponse. Alors, au niveau de la mémoire, on s'est rendu compte qu'il y avait une adéquation. C'est ça corrobore exactement ce que vous dites. Il y a une adéquation entre ce qu'on apprend, donc entre le moment où on emmagasine l'information et le moment où on rappelle l'information. Donc, s'il y a une adéquation, c'est-à-dire si la question qu'on vous pose correspond à la question que vous êtes posée, c'est sûr que vous savez répondre. Oui, mais si je vois par exemple son chat s'appelait Gaston, tout de suite je vais traduire, moi, comment s'appelle son chat. Voilà. Vous traduisez tout en question. Voilà. Et pareil pour les personnages. Mais c'est très pratique parce que finalement, vous apprenez beaucoup plus vite, 10 fois plus vite en faisant ça. Alors oui, donc, tout à fait. Alors donc je préconise même les QCM à livre ouvert. Ça veut dire qu'il y a des étudiants qui arrivent avec des sommes, des livres entiers à apprendre. Et je dis, c'est pas la peine d'avoir peur. On va garder le livre ouvert, on va chercher les questions. Donc en général, on peut trouver les questions dans des annales, etc. Mais enfin, on prépare n'importe quel niveau d'apprentissage. Et en fait, on va chercher la question dans le livre. En fait, on devient un petit peu un Sherlock Holmes. Ça devient amusant parce qu'il va falloir non seulement trouver la réponse, mais il faut la trouver partout où elle est. Donc du coup, on décortique l'ouvrage, on fait des espèces de coordonnées de l'ouvrage, on fait un repérage spatial avec des ordonnées, des abscisses, on sait telle notion, je l'ai vue là, là, là et là, je l'ai vue 3 fois, ça s'imprime dans le cerveau, donc voilà. On est en train de voir les 10 clés, les 10 points importants dans votre méthode. On va arriver au point numéro 7, qui est très intéressant. C'est ce que vous appelez, la fabrique du... ticket de bus. D'accord, donc un ticket de bus, tout le monde voit la taille du ticket de bus. Ouais. Je dis que n'importe quoi peut se condenser sur un ticket de bus. Alors, ça veut dire qu'on a un livre. Alors, la particularité de ce livre, de ce petit guide, c'est que il a une 3e partie, c'est une application directe de tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire que je dis... Vous faites réviser d'ailleurs, c'est malin, vous appliquez votre méthode. Voilà, j'applique ma méthode dans la 3e partie. Je me dis... vous allez faire comme si vous deviez comprendre et apprendre ce petit bouquin et vous allez me faire un ticket de bus. Un ticket de bus, c'est pas du tout une fiche traditionnelle. C'est extrêmement... Quand on apprend à le faire... Alors, d'abord, il faut apprendre à les faire. C'est-à-dire que tout le monde ne sait pas spontanément les faire. J'ai remarqué qu'il y avait des apprenants qui étaient particulièrement doués, brillants, etc. Et quand je leur demandais de me faire un ticket de bus, ils en étaient absolument incapables. Ils me refaisaient une fiche chronologique. C'est pas du tout une fiche chronologique. Il faut prendre... C'est un petit peu comme la bobine du scénario que j'ai déroulé, que j'ai laissé tomber. Je l'ai laissé tomber et puis elle s'est tout emmêlée. C'est ça ce que je dois apprendre. Et en fait, je vais essayer de repartir du début pour aller à la fin avec ma propre pensée. C'est-à-dire que je pars d'un endroit et puis à partir de cet endroit, je vais rebondir sur différents éléments qui font que je vais avoir mon propre chemin. Donc, c'est ce chemin cognitif que je vais essayer de consigner par écrit. Bon alors, qu'est-ce que vous mettez sur votre ticket de bus ?
Sur votre, tiens, on va fabriquer un ticket de bus par rapport à votre livre. Alors, qu'est-ce que vous mettez dessus? Alors, le ticket de bus, évidemment, ça peut être sur la totalité ou ça peut être sur un petit morceau. Ça peut être sur un endroit. Donc, c'est un petit peu compliqué là parce que vous ne connaissez pas exactement le contenu du livre, ça ne va pas être très parlant. Il aurait fallu choisir un sujet où on va... Par exemple, si on parle de l'encodage de l'information, par exemple. Alors, par exemple... L'encodage de l'information, on explique à tout le monde, c'est quand on mémorise, il y a plusieurs étapes. Voilà. On croit que mémoriser, c'est juste retenir. Non, c'est pas retenir. Mémoriser, c'est encoder, recevoir des informations, puis les encoder, c'est-à-dire les transformer en signaux perceptifs et les transformer en signaux électriques, fabriquer nos synapses dont on a parlé, et puis ensuite les rappeler quand on en a besoin. Donc il y a bien 3 phases. Donc en fait, on va prendre par exemple tous les éléments qui permettent d'améliorer toutes ces 3 phases de la mémorisation. Donc on va essayer de suivre le chemin et puis on va illustrer, mais par même des abréviations, des majuscules, même des petits signes. Moi, j'arrive à faire un ticket de bus avec juste des petites flèches, des petits tirets, des petits renvois. C'est juste pour se souvenir du chemin intellectuel qu'on a pris pour le comprendre. Donc, on n'a pas forcément compris avec l'ordre du texte. On a pris un chemin qui nous est propre et qui permet cette espèce de voyage en pensée, cette espèce de... On a voyagé dans notre cerveau. Et c'est la retranscription de ce voyage synaptique qu'on va effectuer d'une façon graphique sur une espèce de petit support extrêmement réduit. Et à partir de ça, quand on retrouve les quelques éléments qui ont permis ce cheminement intellectuel, eh bien on arrive à reformuler tout ce qu'on a appris. 8e point. 8e point. Construire des arbres à chunks. Alors là, les arbres à chunks. C'est quoi un arbre à chunks? Alors un arbre à chunks, c'est une notion que j'ai découvert dans des articles de neurocognition. C'est-à-dire que, en fait, un chunk, c'est une porte d'entrée à un certain nombre d'informations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mémoriser plus que 4 ou 5 informations en même temps dans un point précis. Quand je vois des gens qui essayent de retenir des listes d'une quinzaine d'informations avec des petits tirets, ça me paraît très très improbable. Enfin, ça me paraît vraiment très très difficile. Donc en fait, je vais étiqueter, je vais essayer de catégoriser mes informations. Il va falloir que je les fasse rentrer dans des espèces de cellules. Et à chaque cellule, je vais donner un titre. Et donc, je vais retenir le titre. Et le titre, c'est la clé pour la serrure. J'ouvre la serrure avec ma clé. Et du coup, les 4 informations qui ont été stockées vont revenir d'une façon extrêmement logique. Voilà ce que c'est les arbres à chunks. Donc, vous faites des familles, en fait. Exactement. Voilà, on va dire que c'est des jeux de famille. Voilà, on va essayer de remplir des familles avec des titres qui sont évocateurs et qui permettent un petit peu le résumé de tout le contenu d'une cellule, d'une famille. Alors, 9e point. 9e point, la pyramide inversée. Donc la pyramide inversée, en fait, moi je résume la pédagogie et l'apprentissage à un geste. Alors, je ne sais pas si c'est filmé, on va comprendre. Alors c'est filmé et on l'expliquera à la radio. Bon, donc en fait, voilà. Donc en fait, on apprend assez souvent d'une façon parallèle, comme ça. Le contenu, il est entre mes 2 mains et on le suit de façon parallèle. Et en réalité, l'apprentissage, il est comme ça. C'est-à-dire qu'on part d'un socle
On dirait un cylindre, ce que vous faites. Et en fait, c'est une pyramide inversée tronquée. On l'a retournée, on l'a tronquée, on a tronqué le sommet, et en fait, on a un petit socle. Et en fait, même le bébé, il a déjà des informations qui sont innées. Donc, on part jamais de la pointe, on part d'un petit socle. Et les informations qu'on acquiert au fur et à mesure de son apprentissage et de son existence viennent se coller aux amorces initiales. C'est-à-dire, plus on a d'amorces, plus on a de branches. C'est la racine, le tronc et les branches. C'est un petit peu l'arbre de la connaissance. Et chacun se construit son arbre de connaissance au fur et à mesure. Et le dernier point, donc... Alors, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, c'est la pédagogie inversée. Alors là, c'est vraiment d'abord, c'est un peu mon expérience de vie. Moi, j'ai eu 4 filles. C'est souvent elles qui m'ont expliqué les choses pour comprendre. Donc, quand elles me disaient je comprends pas, je leur disais explique-moi. Ça peut paraître étonnant, mais en réalité, quand la personne explique, elle finit par comprendre. Donc, j'ai fait des parcours. Plusieurs parcours, enfin des tas de parcours universitaires, etc. Et en fait, c'est celui qui apprend qui explique. Qu'est-ce que vous appelez une lecture stratégique, par exemple ? Comment on lit stratégiquement ? Parce qu'il ne faut pas lire linéairement, ça on l'a compris. Ouais. C'est un petit peu ce que je viens de dire. Donc en fait, on n'a pas peur. On se lance, il faut se jeter à l'eau. Il faut prendre un ouvrage, quel que soit sa densité et quelle que soit sa taille, il ne faut pas avoir peur. Il faut le lire. Il faut le lire. Plus il est gros, plus il faut le lire vite. Il faut se donner un temps minimal pour lire. Il faut jamais s'arrêter. Il faut se jeter à l'eau. Et quand on dit il faut s'arrêter entre les lectures, ou alors il faut s'arrêter dans des cours, etc. Ça, c'est la deuxième partie du livre. Ça, c'est le passage, le mental. Et ça, il y a beaucoup de choses à dire sur le mental, parce que toute cette technique, elle va aboutir à une transformation du mental, aussi bien pour l'appropriation que pour la restitution des connaissances. En fait, on s'approprie avec cette stratégie active. Donc, on va chercher ses fils rouges, on va chercher son intertextualité, son interdisciplinarité, on va essayer de trouver des choses communes, on va les ranger dans ses tiroirs, et puis on va s'organiser son esprit, en fait. On parlait du ticket de métro. Bon, alors le ticket de métro, c'est une mini-fiche, mais les gens ont du mal à faire des fiches. Aujourd'hui, vous voyez des gens, il y a autant de surligneurs, et au bout d'un moment, vous savez plus ce qui est important sur la fiche. On devrait aussi expliquer aux gens à faire des bonnes fiches, à faire des fiches efficaces. Alors, les gens se noient dans les fiches. Ils se noient, ils croient qu'il faut tout répéter. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a une alternative, finalement, à la fiche ? Alors, la fiche, elle permet l'apprentissage. Quand on fait une fiche traditionnelle, c'est-à-dire que quand on essaye de répertorier tous les éléments de toute la formation, quand on essaye de la remettre, la refabriquer à sa façon, on apprend. On apprend en faisant une fiche. Le problème, c'est que de temps en temps, on n'a pas le temps on n'a pas suffisamment de temps pour faire la fiche. C'est très chronophage. Et en fait, ce ticket de bus, cette espèce de petit ticket de bus, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide. On prend un petit bout un petit exemple, par exemple, quelque chose qui paraît rébarbatif. On lit, voilà une stratégie. Cette chose rébarbative, on va en faire la chose qu'on connaît le mieux. On va passer de « je déteste » à « j'adore ». Eh bien, on va juste s'intéresser à cette petite notion qu'on ne connaît pas. On va l'isoler de son contexte. Donc du coup, on n'a pas peur puisqu'elle est toute petite par rapport à toutes les connaissances qu'on demande d'acquérir. Et en fait, on va essayer de comprendre comment s'articule cette notion. Et plus on a de mal à faire son ticket de bus, plus on connaîtra la notion. C'est-à-dire que plus le travail aura été ardu, et plus il sera efficace au niveau de l'apprentissage. Donc, moi, il y a une notion qui est quand même très importante que je veux transmettre, c'est que on a souvent méprisé tout ce qui est à apprendre par cœur, tout ce qui est à apprendre. On l'a mis sur un niveau inférieur à la connaissance des mathématiques, etc. Et ça, c'est
Il y avait des mots, enfin, on disait bachotage ou perroquettage. Voilà, perroquettage ou bachotage, les matières intelligentes et les matières pas intelligentes. Alors ça me crispe parce que c'est pas vrai. On a besoin de notre intelligence pour apprendre les matières qu'on appelle les matières de par cœur, dites entre guillemets non intelligentes. Elles n'ont rien de non intelligent. Mais paradoxalement, quand on est enfant, on apprend par cœur très très facilement. C'est vrai. Et avec le temps, oui. Moi, il me semble oui. que c'est plus difficile d'apprendre par cœur. Alors, enfin, mot à mot, je veux dire. Absolument. Alors, il y en a même qui possèdent une mémoire telle qu'ils me disent ta méthode, elle ne me sert à rien parce que moi, de toute façon, tout ce que je lis, je le retiens. Malheureusement, je pense qu'on arrive tous à un moment où on ne retient pas forcément chaque mot qu'on lit. Donc, on a plus ou moins de mémoire spontanée. Il y a des gens qui ont cette mémoire éditique, qui retiennent tout. Qui est d'ailleurs qui retiennent aussi le bon et enfin qui retiennent tout ce qui se passe, même les faits les plus insignifiants de leur vie. Il n'y a pas de hiérarchisation, donc on peut imaginer que quelquefois c'est lourd à porter. Mais en fait, ces gens-là, ils se préparent pas un bel avenir parce que à un moment donné, de toutes les façons, on peut pas tout apprendre, tout retenir. Donc, est-ce que vous avez des moyens, ce qu'on appelle mnémotechniques? Ou pas? C'est un gros mot pour vous? Pourquoi j'aime pas les moyens mnémotechniques? Je sais. Je les prends avec parcimonie. Parce que quand on me dit il faut apprendre une telle phrase pour retenir une telle autre, c'est juste transformer une information en une autre information. Un moyen mnémotechnique, il peut être efficace pour quelques éléments, mais pas d'une façon généralisée. Ça peut pas être une stratégie d'apprentissage global. Personnellement, je ne trouve pas. Maintenant, je ne détiens pas la vérité. Bon, Michel Temam, votre livre s'appelle « Savoir par cœur sans apprendre par cœur ». Tous les parents qui nous écoutent et puis tous ceux qui aiment apprendre à apprendre. L'éditeur, c'est Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'était un plaisir. Vous réécoutez l'émission en podcast et vous regardez l'émission également en vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Passez une belle journée santé sur Beurre FM.